Aujourd'hui, donc on va parler Android. Donc l'idée, comme je l'avais expliqué la semaine dernière, présenté la semaine dernière, c'est d'alterner iOS, Android. Donc aujourd'hui Android. Je commence par un sujet assez simple, qui est ce qu'il y a derrière le mot-clé Final, qu'on qu'on trouve un peu partout. Ce qui m'amène à parler de ça, c'est, pour faire simple, c'est que je le vois à beaucoup d'endroits dans le code où il n'y a pas besoin qu'il soit, et là où il y aura de la valeur à le mettre, il n'y est pas toujours. Donc l'idée c'est de clarifier un petit peu comment on s'en sert, ce que ça apporte, ce qu'on en attend, et comment on fait du meilleur code avec ça. Le mot-clé final, on le trouve à différents endroits. On le trouve au niveau de la déclaration d'une classe, on peut le trouver au niveau de la déclaration d'un member ou la déclaration d'une variable. Ce slide, c'est juste pour préciser un petit peu de quoi je parle. La théorie de ce mot-clé dans l'aspect du Java, c'est d'apporter la notion d'immutabilité de certains objets. L'immutabilité, c'est des objets, enfin des objets, des entités, des choses, une fois configurées, une fois créées, elles ne changent plus. Euh, Pourquoi utiliser ce mot-clé? C'est pour que cette immutabilité soit vérifiée au moment de la compilation et que les erreurs de programmation, par exemple je modifie quelque chose qui est immutable, elles soient détectées par le compilo, avant même l'exécution. L'idée c'est d'avoir moins de crash dans l'application et d'écrire une application qui est meilleure et un code qui est plus lisible. Il y a quelque chose qui n'est pas terrible dans la définition du mot-clé final, c'est qu'il s'applique, donc on l'a vu aux classes, aux membres, aux variables et aussi aux méthodes. J'en ai pas parlé, mais ça va avec. Mais pour chacun de ces entités auxquelles ça s'applique, il y a des sémantiques qui sont différentes, il y a des bénéfices qui sont différents et il y a des impacts sur la performance qui sont différents. Ils auraient pu mettre des mots-clés différents suivant les cas. Par exemple, en C, on a du const, là où on a du final en Java, etc., etc. Donc je vais prendre élément par élément sur lesquels ça s'applique, du moins intéressant au plus intéressant en termes de bénéfices. Donc là où il y a le moins de valeur, c'est sur les variables. Ce que veut dire une déclaration finale d'une variable, c'est dire que la variable doit être assignée une fois et une seule fois. Elle ne peut pas ne pas être assignée et elle n'est pas réassignable une fois qu'elle est assignée. Ça apporte la sémantique d'immutabilité pour les types basiques du langage. Les types basiques, c'est long, c'est int, c'est même pas string, c'est vraiment les types de base. Et vu que les références type n'ont pas de notion d'immutabilité, donc plus les objets qu'on construit, il n'y a pas tellement de notion d'immutabilité, déclarer une référence en final apporte pas tellement de garantie sur l'immutabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les vérifications, la compilation, etc. etc. Il n'y a pas d'impact sur la performance, que ce soit bénéfice ou négatif, sur les VM qu'on manipule. Donc il y en a trois. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'évolution. Donc Dalvik, c'est Android jusqu'à Android 5 compris. ART, c'est Android Runtime et /AOT, c'est Ahead of Time Compilation. Donc c'est ce qui se passe en Android 6 où l'application est compilée en langage natif au moment de l'installation de l'APK. Et l'ART/JIT, c'est ce qu'il y a dans Android 7. C'est-à-dire que l'application est compilée au moment où elle est exécutée. Il y a quelques endroits où on doit utiliser les variables en final. C'est quand on utilise ces variables à l'intérieur d'une classe qui est définie de manière anonyme. À ce moment-là, Eclipse va nous dire il faut déclarer final. On fait oui et c'est bon. L'autre cas où ça peut être bénéfique, c'est quand on a un scope pour la variable qui est très très long
et qu'on veut s'assurer qu'on ne réassigne pas cette variable dans le scope. Donc ça veut dire que c'est une méthode qui fait plus d'un écran, qui va faire 50 lignes, 100 lignes, et puis la variable est définie à un moment donné, on ne veut pas par erreur la réassigner. Tous les autres cas, une méthode de 3 lignes où j'ai une variable que je définis, que j'assigne, je réutilise juste la ligne d'après, pas besoin de la déclarer final, aucun intérêt pour la performance, aucun apport sur la visibilité, le truc fait 3 lignes, on voit bien qu'elle n'est pas réassignée. Au niveau des données membres des classes, donc si les membres sont statiques, l'utilisation du final sert à définir des constantes. Les constantes, par définition, sont constantes, donc ça matche bien avec la notion d'immutabilité. Donc ça, c'est très basique. On a une constante, on la définit en private final static, string, etc. Et ça, on est garanti que ça ne peut pas être réassigné. Si on ne met pas le keyword final, on peut très bien modifier la valeur de constante, et la notion de constante est plus tellement vérifiée par le compilateur. Donc sur les paramètres de méthode, on peut aussi mettre des mots-clés final. Oui. Est-ce que tu as traité ce cas-là ou pas? C'est le même traitement que pour les variables. D'accord. Donc avec les mêmes bénéfices, et grosso modo ça ne sert pas à grand chose. Sauf si on veut passer la valeur du paramètre dans une Anonymous Inner Class qu'on instancie dans la méthode, ou bien qu'on veut s'assurer de ne pas réassigner la valeur à la variable. Sur les objets, quand on a des members non statiques déclarés en final, ce qu'on gagne, c'est une atomicité sur l'état de l'objet. C'est-à-dire que soit tous les champs final sont créés, et ils sont créés par le constructeur, donc ils ont une valeur correcte, et soit aucun là et l'objet n'est pas créé. Par exemple, quand il y a une exception qui est levée dans le constructeur, qui n'est jamais une très bonne idée, mais ça peut toujours arriver. C'est pour ça que par rapport à ce qu'on se disait cet après-midi sur est-ce qu'on met par exemple dans la première ligne, est-ce qu'on mettrait ici string value égale nul, mettre value égale nul empêche de mettre le final, parce qu'il serait assigné une première fois à la ligne 8 et réassigné une deuxième fois à la ligne 13. Donc au-delà du fait que le égal nul dans la spécification du langage est redondant par rapport à ce que fait la JVM quand elle initialise ses références, ça va en frein à l'adoption des finals. Si jamais tous les champs ils sont déclarés final et que les types correspondent à des objets qui sont immutables, alors on a une propriété intéressante pour notre classe ici, c'est qu'elle devient immutable. Et l'intérêt d'un objet immutable, c'est qu'on peut le passer d'un thread à l'autre, il ne va pas changer avant de le manipuler, et surtout, il ne change pas au cours de sa vie. C'est un pattern qu'on voit assez souvent avec les builders. J'ai un builder qui est mutable, et une fois que je fais build, je récupère une instance immutable de mon objet, par exemple URI.builder. L'idée des final members, c'est les utiliser le plus possible, parce que tout ce qui est déclaré en final, on sait qu'il va être non nul. On sait qu'il va être seté une fois et que la valeur va être bonne. Il va pas être, on n'a pas à rechecker s'il est nul partout dans le code, etc. En Android, on ne peut pas l'utiliser, ces final, dans les activités, dans les fragments, parce que le constructeur des activités des fragments est vide, et c'est appelé par le système, on n'a pas la main là-dessus. Sur l'aspect performance, il n'y a pas d'impact. Donc on ne va pas mettre un member final en justifiant que c'est pour aller plus vite. C'est vraiment pour être sûr que l'objet soit initialisé et que les membres soient initialisés en même temps. Celui sur les classes, il est plus intéressant. Donc le final class, le keyword qu'on applique sur une classe, il est plus intéressant parce que quand on déclare une classe, quand on écrit une classe, il faut se poser la question de savoir si je la conçois pour qu'elle soit héritée ou pas. Ça, au moment où on fait une new class, il faut se poser la question. Si vous ne posez pas la question, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit héritable. Parce que vous n'avez pas pris la précaution
de la rendre héritable sans que ça fasse n'importe quoi. Utiliser le mot final sur cette classe que vous venez de créer, ça indique votre intention de dire je ne me suis pas posé la question de savoir si on allait pouvoir la sous-classer et si ça allait avoir un sens, etc. Donc, par défaut, toutes les classes qu'on crée doivent être final. Pour rappel, l'héritage, c'est pas forcément un bon design. Ça doit être l'exception. Parce que c'est difficile, parce que c'est fragile. On parle souvent de la classe de base fragile. Le problème de l'héritage, c'est que c'est un couplage extrêmement fort. Toute modification dans la classe de base a des implications dans toutes les classes qui en héritent. Ça met du temps à le développer correctement. C'est pas partie des trucs simples. Il y a 15 patterns, il y a du méthode template, etc. qui permettent de rendre ça faisable. Et grosso modo, ça ne va pas vous rendre heureux. Donc, n'oubliez pas que faire un design d'héritage, c'est probablement pas un bon chemin. Et donc, par défaut, il n'y a pas d'héritage. Les classes sont annotées avec le final. Là, il y a un gain en plus en performance. Mais le seul endroit où il y a un gain, c'est quand on n'a pas de compilo en JIT, c'est-à-dire Android 6. Le gain, à quoi ça sert de déclarer la classe en final? C'est au moment de la compilation, on sait quelle méthode appeler, parce qu'on sait qu'elle ne va pas être sous-classée. Parce que le sous-classage, l'héritage, est interne. Et avec les technologies de compilation AOT, on compile le code en un langage machine, on a cette information-là. La classe est final, donc toutes ces méthodes sont final, donc on sait l'adresse mémoire on connaît l'adresse mémoire de la méthode à appeler. Toutes les autres VM qu'on manipule utilisent du JIT, et du JIT, il y a de l'optimisation au fil de l'eau. Donc en fait, au moment du premier appel de la méthode, il va inspecter toutes les classes qui sont loadées dans le runtime et il va se rendre compte que telle classe, elle n'est jamais sous-classée, donc je peux la considérer comme final. Donc le gain en termes de performance, je veux dire, c'est vraiment une version spécifique d'Android. Faut pas trop compter dessus, quoi. Donc si on résume, on utilise le mot-clé final quand on veut empêcher l'héritage des classes. On les met dans les membres qui doivent être initialisés en même temps que l'objet pour avoir un état consistant de notre objet et pour définir les constantes qui sont des membres statiques de classe. On n'utilise pas un keyword, le keyword final pour les variables, il n'y a pas beaucoup de sens, sauf quand on en a besoin, ou quand on veut le mettre pour dire je vais plus vite. Dans le cas général, c'est pas vrai. Merci de votre participation. Est-ce qu'il y a des questions? Quelle pratique vous avez du final? Je trouve que mettre sur les variables, c'est une bonne pratique, parce que ça évite d'écraser des variables qui sont censées être utilisées qu'en lecture. Moi, je trouve que c'est une bonne pratique. Mais ça ne l'empêche pas. Donc, non, mais je veux dire, c'est comme le let et le var en Swift. Non. Non, parce que là, ça te restreint l'usage de la variable. Le let et le var en Swift, alors on est un peu sur la même notion sur les variables, sauf que le let et le var sont beaucoup plus... Enfin, Swift a une notion d'immutabilité qui est beaucoup plus forte que Java. Ouais, sur les objets tu peux avoir un pointeur constant, enfin un pointeur qui ne change pas, une référence qui ne change pas en terminologie Java. Pourtant, l'objet entier change, et donc ça n'a pas de sens. En Swift, tu mets un let sur un struct, tu ne peux pas changer le contenu du struct. Et c'est plus fort. Ça a plus de sens, ça a plus de bénéfices. Et de toute façon, Swift ne te laisse pas le choix. C'est soit let, soit var. Donc, en Java, tu ouais, presque rien qui est en coup, value type. non, il n'y a rien. Et il n'y a quasiment pas d'objets qui sont immutables. Tu vas avoir string qui est immutable. Et après, l'immutabilité en Java, qui est une propriété très intéressante quand on développe, hein, mais elle n'est pas bien gérée au niveau du langage. Par exemple, quand on veut
Quand on a une liste et qu'on veut la rendre immutable, il faut la wrapper dans un immutable list ou immutable collection. Et ça pète à l'exécution. Donc c'est pas terrible, quoi. Mais en fait, même si tu peux pas gérer l'immutabilité ou la mutabilité, tu peux au moins gérer l'écrasement de la Oui. référence. Donc ça apporte quelque chose quand le code n'est pas clair sur est-ce que ta référence va être écrasée. Quand tu as une méthode qui fait quelques lignes et qu'il n'y a pas de if ni rien, mettre un final, c'est rajouter du bruit. Ça fait pas de mal de Ouais. mettre un final, mais si Oui, on c'est raisonne mettre comme un ça, self point alors que tu pourrais accéder moins 10 points en Java, c'est du même acabit, quoi. si on raisonne comme ça, je veux dire, on va marquer les variables comment ça s'appelle, en final, en volatile, tout ça, je veux dire, c'est fini, quoi. Déclaration de variable, elle va prendre toute la ligne de l'écran, quoi. Donc c'est pour zéro valeur. Donc suivant le principe more is less, less is more, voilà. Sauf que, j'ai un exemple de cas où le gars il reprend le code de quelqu'un, il n'avait pas mis les finals et du coup il écrase les variables et en fait il fallait pas les écraser, quoi. Ah, mais tu l'empêcheras pas même sans le final. Bah, si Non, tu mais mets- avec le final- Si initialement Avec le tout ça. final il y est dans les. Je pense surtout aux variables de méthode. Parce que moins peut-être les variables de calcul à l'intérieur. Parce que s'ils sont déjà les finals, bah, le gars qui reprend le code, il va peut-être pas modifier la ligne, la déclaration de la méthode. Et ça ne change rien. Du Si coup, c'est un Ah si, final parce que le sur un compilo, truc il va lui dire, complexe, quand il essaiera d'écraser une variable, le compilo va lui dire, ah bah non, t'as pas le droit, parce qu'elle est final. Alors, si t'avais pas mis final, ça ne Non, dit pas, t'as c'est pas le un- droit. Oui, mais si c'est par exemple c'est une liste, ok, tu vas écraser. sur une liste, tu vas pouvoir faire un append de un remove sur ta liste, même si tu Ça as mis d'accord, le final. ça Mais d'accord, mais c'est, enfin, justement, on ne peut pas gérer le mutable purement, mais par contre, on peut au moins gérer l'écrasement de la référence, quoi. Je pense que si tu veux le faire, il faut que tu wrappes ta liste dans un immutable collection, et là, du coup, tu t'assures que le développeur qui passe derrière toi n'aura pas le droit de changer ta liste. Et ça, Mais ce que encore je une veux fois, dire, c'est le que- final sur les variables, donc c'est la même chose sur les variables locales ou variables d'entrée des fonctions, des méthodes, pardon. Elle se justifie si la méthode est complexe, est grosse. Il y a plein de chemins possibles, et là, tu as peur d'écraser par mégarde une valeur. Mais tu as déjà un autre problème, qui est que ta méthode est difficile à lire. Mais par contre, je te rejoins, ça peut être une déclaration intentionnelle du développeur de dire attention, il ne faut pas y toucher. Ouais, ouais. Mais c'est pas un cas général, c'est un cas réfléchi où tu te dis Ouais. dans ce Ouais, cas-là, c'est- j'ai réfléchi qu'il fallait faire attention à ce que ce soit pas écrabouillé, donc je le marque dessus, quoi. Mais dans ce cas-là, moi, je dis qu'il vaut mieux mettre alors un immutable wrapper, et comme ça, tu es safe. Ah mais là tu vas plus loin en fait. Tu vas plus loin, qu'est-ce que te permet de Java Enfin, c'est la de base. conclusion que j'en Mais c'est tirerai vrai, après c'est vrai. une démo comme ça. C'est vrai. Quand vous passez les listes d'un... Enfin, c'est un sujet à part, mais quand vous passez les listes d'un objet à l'autre, il vaut mieux passer une référence vers une liste qui a été wrappée dans une collection immutable. Pour être sûr qu'on modifie pas. Voilà. ensuite. Parce que vous transférez l'ownership de la liste d'un objet à l'autre, et sauf que l'ownership il se retrouve partagé, donc vous ne savez pas lequel va encore ajouter, supprimer les objets. On a ça sous Java? Des collections immutables, tu peux pas faire un appel dessus? Ouais, mais donc c'est dans le package collection de la stdlib Java. La difficulté, c'est que c'est vérifié runtime. T'as Ah bah oui. un assert, Oui, tu peux pas empêcher le point append. tu peux pas empêcher le point appel. Et par exemple, dans les adapteurs d'Android, Oui. quand on passe la liste, justement, ils servent du fait que ce soit la même référence pour pouvoir après faire le notify. Non, je ne me trompe pas. Là, il ne faudrait pas, dans ce cas-là, par exemple, faire en sorte que ce soit une référence différente. Bah, Un adapteur si notify la, et la, check, la, il la passe réfé- sur la référence qu'on avait passée à la base. la référence, si le contenu de la liste peut changer, si la référence peut rester la même. Oui. Et la référence peut changer, et la liste peut rester la même. Oui. Donc il y a les deux cas qui sont possibles.
Sur un adapteur, peu importe, j'ai pas les détails, il faut aller lire la doc, mais le bon pattern, c'est d'avoir ma liste d'objets qui est définie en private final list et qui est une liste. Mhm. Et quand je rajoute des objets dedans, bah, je copie la liste que j'ai en entrée dans mon container, dans ma collection de mon adapteur. Plutôt que de partager la référence. Ouais, enfin, ouais. Ça, c'est beaucoup plus safe. Oui, oui. Et à la base, oui, c'est pas ce comportement qui est. Enfin, de base, c'est pas ce comportement-là. Je ne sais pas. Oui, je sais pas. Et du coup, l'autre cas, c'est en gros par défaut, on dit que quand je crée une classe, Mhm. elle ne peut pas être sous-classée. Mhm. Je vois un cas où, comment on peut gérer, c'est le cas où tu fais une lib Oui. et tu sais pas vraiment, enfin, peut-être que quelqu'un voudra sous-classer ta classe et modifier une ou deux méthodes Bah, dedans. Quelqu'un peut pas sous-classer ta classe si tu l'as pas prévu. Si toi tu l'as pas prévu, mainteneur de la lib, créateur de la lib. Sinon, ça va te rajouter du boulot alors que t'as même pas prévu ça. Parce que À partir de ta classe. c'est le slide 12. Fonctionner comme ça, c'est assez dangereux, c'est assez Ah, je suis fragile. d'accord, mais- Fragile, ça veut dire qu'une modification dans la lib, la modification qui est lue dans la lib, elle se fait hors connaissance de ce qu'a fait le mec qui a sous-classé ta classe. Et donc le risque que ça casse les modifications qu'il ait fait est vachement important. Ça se fait, hein. Il y a des classes qui sont faites pour être sous-classées. Par exemple, Activity. Par exemple, Fragment en Android. On est sous-classe tout le temps, comme UI Controller dans iOS. Mais vous voyez les méthodes qu'il faut implémenter, etc. Je veux dire, ça se fait. Mais c'est difficile et ça prend du temps. Donc, c'est pas forcément le truc à prévoir. Et vu qu'on ne le prévoit pas, il faut le mettre en final pour éviter que ce cas arrive. Donc limite, toi, si tu es utilisateur d'une lib et que tu as une classe qui te plaît mais qu'elle n'est pas exactement comme tu veux, tu fais un gros copier-coller de toute Non. la classe et tu modifies ce que tu Non, tu fais de la composition, qui est une bien meilleure idée. Composition. C'est l'alternative à l'héritage. C'est, tu mets un wrapper autour de ta classe, par exemple, et puis tu lui rajoutes les fonctions qui lui manquent.